Alors oui, donc je suis Claire-Marie de Bellecombe, j'ai 27 ans et puis vous avez déjà entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas chercheur en neurosciences. Je ne m'occupe pas de faire la distinction entre distribution et distributeur que je trouve au demeurant passionnante et que je ne connaissais pas. Donc moi, je vais vous raconter une histoire parce qu'il est tard et que, au fond, c'est ce que je pense là maintenant, après avoir entendu tout le monde, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Donc je suis violoniste. J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans. J'ai passé des concours internationaux à partir de l'âge de 13 ans. J'ai touché des cachets d'artiste à partir de l'âge de 15 ans. Donc, vous voyez, on commence tôt dans le métier. Et puis, après, ça a été la voie classique des CNSM, donc Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon. Et puis, ça jusqu'à 24 ans, donc tout un parcours assez long. Sauf que, comme vous l'avez sans doute compris et vous le vivez dans votre domaine de compétences propre, quand on est pétri d'une étoffe, quand on est tissé d'une étoffe, elle nous tient quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, je suis et violoniste et apicultrice. Là, vous voyez mon violon. C'est un bel instrument de 1803. C'est une œuvre d'art que j'aime beaucoup, qui est mon compagnon de chaque jour. Sauf que aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire parce que je suis apicultrice. Et en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard propulsée, créatrice d'une petite entreprise de miel de Paris. Alors là, vous dites, ok, mais comment est-ce que c'est possible? Alors, le lien entre les deux, c'est peut-être le hasard. Et je vais vous raconter pourquoi. Il y a quelques années, j'étais déjà sur la scène, je me produisais, concours, etc., etc. J'ai rencontré un gars un peu dingue qui est devenu mon mari, qui l'est toujours aujourd'hui, et qui, il y a un peu plus d'un an, pour la naissance de notre second enfant, m'a offert 5 ruches. Alors, il m'avait emmené sur les routes sud-caucasiennes, il m'avait emmené visiter ça, c'est-à-dire les plaines de l'Arménie et de la Géorgie, les montagnes, etc. J'ai découvert les fermes, j'ai traité des vaches, j'ai vu bu de la vodka, pas du pastis. Je me suis pas mal promenée, on a pressé le miel à la main, c'était incroyable. Et puis, j'étais bien piquée par les abeilles après cette histoire. Donc voilà, mon mari a trouvé très drôle de m'offrir 5 ruches et il m'a dit, écoute chérie, voilà, tu vas faire ce que tu veux avec ça, amuse-toi bien. Bye bye, je m'en occupe pas. Ok, donc l'acquisition de ces ruches a posé beaucoup de questions évidemment dans mon entourage, d'où ça sortait, moi qui étais violoniste, faire l'apiculture, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Alors, on me demandait surtout comment fonctionne une colonie, comment est fabriqué le miel, est-ce que les bourdons sont les cousins des abeilles? Ah bon, elles sont indispensables, ces abeilles, mais pourquoi? En fait, les gens les aiment bien, les abeilles, mais les connaissent pas vraiment. Et puis, très récemment, vous avez dû en entendre parler, on nous a beaucoup parlé de l'usage des pesticides dans les campagnes, dans les provinces, et en particulier des néonicotinoïdes, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc tout ça, c'est tombé très, très à propos, puisqu'en fait, l'abeille est en perte de vitesse pour plein de raisons, mais aussi parce que le monde dans lequel on évolue aujourd'hui va très vite, veut aller très vite et prend les moyens d'aller très vite, et ne fait pas toujours attention au rythme de l'écosystème. Donc moi j'ai constaté effectivement en parallèle que mes ruches, au bout d'un an de travail, enfin une saison de travail on va dire, mes abeilles avaient produit presque 2 fois plus en moyenne par ruche pour une récolte, presque 2 fois plus que les ruches d'amis ou de famille en province. C'est également ce qu'ont remarqué des amis apiculteurs qui aussi travaillent en ville, en particulier à Paris, un ami qui s'appelle Audric de Campo, qui produit du bon miel de Paris. Il installe, lui, des ruches au musée d'Orsay, sur les toits des monuments historiques, d'une manière générale. Donc là, c'est les ruches d'Orsay. Là, vous le voyez au milieu de ces ruches des Invalides. Voilà. Et puis, pardon, je vais revenir là. Et ce ne sont pas des ruches après. Voilà, donc moi, je me retrouve avec des abeilles en bonne santé, avec moins de mortalité, du bon miel en grande quantité. Premier constat. Et là, 5 ruches en ville plus tard, une petite formation et quelques centaines de kilos de miel malgré tout avec 5 ruches. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Donc parisienne, étape 1. Mais alors parisienne, étape 2, c'est quoi? C'est, ok, est-ce que je peux en faire une entreprise? Mais dans ce cas, pourquoi? Dans quel but? Quel intérêt? Avec qui? Quels moyens? Moi, je suis musicienne. PowerPoint, je connais pas. Je connais un peu Word pour taper des petites bios et m'adresser aux agents qui se chargent de ce travail. J'étais vraiment l'artiste perché qui connaissait rien au networking, etc. etc.
lorsque j'ai démarré l'apiculture, j'étais loin de m'imaginer que ça allait m'emmener dans les rayons de la grande épicerie du Bon Marché de Paris, que ça allait bientôt m'emmener chez Harrods, que ça allait m'emmener à Dubaï ou à d'autres endroits. Surtout, je vais vous raconter comment des 4 cordes de mon violon, j'en suis venue à signer des accords avec ces enseignes, avec des distributeurs indépendants, et puis surtout une convention de partenariat avec la PHP et les enfants malades. Et là, vous demandez pourquoi les enfants malades, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Alors voilà, je suis maman d'une petite fille, donc de 2 enfants, qui s'appellent Zita et Léon. Zita a 3 ans aujourd'hui, bientôt, elle est très fière de le dire. Elle va bien, et en fait, elle est suivie depuis avant sa naissance dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Necker Enfants Malades pour une pathologie crânio-faciale assez peu connue, dont on ne sait pas très bien encore quel est le gène qui détermine cette maladie, enfin qui est à l'origine de cette pathologie. Ça reste, je le précise, une pathologie ponctuelle. Aujourd'hui, elle va très bien, elle est toujours suivie, elle va même probablement être réopérée, mais elle a une chance extraordinaire de vivre à Paris, d'être prise en charge dans l'un des meilleurs services pédiatriques du monde. Et je remercie cette équipe parce que sans elle, aujourd'hui, ma fille serait sans doute très gravement handicapée, voire les pieds sous les pissenlits. Donc là, vous la voyez, et puis là, en réanimation. Donc, je me suis dit qu'en sortant de réanimation, j'avais rencontré des parents qui y rentraient pour la 2e, 3e, 4e et parfois plus dans ce service de réanimation où les enfants sont dans des états critiques et entre la vie et la mort. J'avais envie de m'impliquer auprès de cette équipe qui avait sauvé la vie de ma petite fille, de leur exprimer ma gratitude, sauf que les projets artistiques étaient multiples déjà dans cette structure, et donc je me suis dit, pourquoi pas les abeilles. Donc, un soir où rien ne me paraissait impossible, j'ai contacté Martin Hirsch, le directeur de la PHP. J'étais dans ma robe de chambre sur mon canapé avec une couverture, en rigolant, j'ai inventé son adresse mail, et puis je lui ai envoyé un mail avec quand même un projet assez bien construit d'atelier à destination des enfants malades et d'installation de ruches sur le site de Necker. Et alors là, il m'a répondu dans le quart d'heure. Je me suis dit quand même 22h15, Martin Hirsch, vachement sympa. Il m'a donné son accord, il était hyper content, c'est super, les abeilles, etc. Et j'ai rencontré du coup le directeur de l'hôpital Necker, qui était évidemment enchanté du projet, parce qu'en fait, à double titre, ils sont en train de réaménager la structure pour en faire un lieu très verdoyant, avec tout un projet environnemental. Et deuxièmement, les hôpitaux pédiatriques, où certains enfants passent la moitié de leur vie, enfin, j'exagère un peu, mais pas toujours, doivent devenir des lieux de vie, des lieux de soins qui vont au-delà du soin. Donc ce projet avec les abeilles s'inscrivait vraiment dans cette démarche. Alors là, malheureusement, c'est le bug de la soirée. Il y avait une vidéo qui faisait parler Vincent Nicolas Delpech, qui est directeur de l'hôpital Necker, et puis un de mes interlocuteurs, qui est le directeur des achats et du développement durable, M. Spignarni, de l'hôpital Necker. Et ils expliquent en fait ce que je viens de vous dire, en quoi est-ce que ce projet est très important pour eux, et en quoi les enfants et les abeilles ont un sens. Pourquoi est-ce que sensibiliser la nouvelle génération aux problèmes des abeilles, de la mortalité des abeilles, est importante. En fait, dans quelques jours, 3 ruches vont élire domicile sur le site de l'hôpital. Ces abeilles vont polliniser donc pour la vie, la vôtre à travers vos assiettes, parce que nul n'est besoin de le rappeler, mais quand même un peu. Sans les abeilles qui cultivent 80% des plantes à fleurs, c'est-à-dire à peu près 2/3 des cultures mondiales, vous n'aurez plus d'assiettes très variées. Voilà. Et si on devait si on devait remplacer l'action pollinisatrice des abeilles par la main de l'homme, ça nous coûterait des milliards de dollars. Donc autant agir un petit peu en amont, nous y sensibiliser, et puis parler aux jeunes générations. Moi, je m'adresse spécialement aux enfants hospitalisés parce que je pense qu'on a besoin d'éduquer les patients. Le personnel soignant s'y prend très bien et toutes les personnes qui s'impliquent là, oui. Et puis moi, j'ai envie de parler des abeilles et de l'assiette. Voilà, donc ces abeilles polliniseront pour la vie de ces enfants aussi. En côtoyant les abeilles, c'est-à-dire pas très souvent, parce qu'en fait, moins on ouvre les ruches, mieux les abeilles se portent. C'est pour des histoires de régulation thermique, etc., qui ne sont pas le sujet de ce soir. Je me suis fait la réflexion que le miel, c'était un produit rare, bon et beau. Et que chaque territoire de Paris, en l'occurrence, puisque mes ruches sont à Paris,
chaque territoire est raconté par les gouttes de miel de mes abeilles. Chaque goutte de miel raconte un territoire, une fleur visitée par mes abeilles. En fait, je pense qu'on peut même parler d'une forme de terroir parisien. Et moi, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai toujours fantasmé sur cette publicité qui parle de la crème de jour pour femmes. Alors, vous avez une très jolie femme qui a un pot de crème d'une blancheur absolument immaculée que j'ai jamais vue nulle part, qui se met ça avec délectation, on a l'impression qu'elle va le manger. Et alors moi, je me suis dit, on dirait du yaourt. Et donc, l'amalgame entre la cosmétique et le pot de yaourt, c'est très important pour moi. Donc, premier point. Deuxième point, je me suis aussi dit qu'on nous faisait souvent rêver avec de très jolies publicités qui donnent envie de boire du café. Mais alors, on n'a jamais eu d'orgasme en buvant du café, c'est un fait, mais ce sont de très belles publicités qui donnent envie de déguster. On sent le café, on le sent sur la langue, sur les papilles. Et je me suis dit, moi, le miel, c'est tellement beau, c'est un produit canon, on va en faire quelque chose de très, très beau. Paris, c'est la ville de l'élégance. C'est une réputation de ville de style, de l'élégance à la française. On a beaucoup parlé de la mode, on a toujours parlé de la beauté du patrimoine parisien. Et tout ça, j'ai voulu le raconter dans un bocal. Donc en fait, parisienne, mon miel, j'ai voulu m'inspirer de l'univers de la cosmétique, de la parfumerie, pour en faire un produit, un miel qui fasse saliver au premier regard. Ça doit raconter Paris dans un bouquet de fleurs au charme impérissable. Donc ça, c'est la boîte cadeau. Ça, c'est le pot de cosmétique de miel consommable, comestible. C'est la première gamme qui s'appelle 100%, qui est un miel nature. Il y en aura une autre qui s'appelle Bagatelle, qui est un miel à la truffe de Provence. C'est quand la truffe rencontre la ruche. Voilà, mais toujours du miel de Paris. L'idée, c'était d'avoir aussi une entreprise 100% française, d'avoir un produit toujours dans la perspective de la qualité à la française. J'ai rencontré plusieurs dizaines de fournisseurs pour trouver ce que je cherchais, des matériaux avec des lignes épurées, le verre, le bois, et qui défendaient des valeurs en cohérence avec l'ensemble de mon projet. Je m'adresse aux enfants malades, à l'ensemble de ceux qui veulent se prêter au jeu. Et puis, je fais travailler des entreprises qui emploient des personnes handicapées. Donc, ça me plaisait bien, l'idée d'avoir une cohérence de projet. Voilà. Alors, ça, c'est le site internet. Tout ça, en fait, je l'ai fait porter par le financement participatif. On m'a proposé des investissements unilatéraux. Je me suis dit que le cœur de mon projet, c'était avant tout ce côté humain, cette implication humaine qui était très importante. Monter une boîte sans un sens humain, pour moi, ça n'avait strictement aucun sens. Je ne suis pas entrepreneur à l'origine, je le suis devenue complètement par hasard. Alors, le financement participatif, c'était évidemment investissez dans ma boîte, investissez pour ces enfants malades, devenez acteur de ce projet humain. Donc ça aboutit, et j'ai même des parents qui m'ont suivi, qui m'ont dit c'est super, ma petite fille est suivie à Debré, mon enfant est suivi à Trousseau, je viens de très loin parce qu'il n'y a pas de service de chirurgie pédiatrique là-bas. Moi, je fais un peu d'apiculture, j'ai quelques essaims pour vous, je voudrais bien vous aider à entretenir les ruches, animer les ateliers, porter les trucs, etc. C'était génial. En fait, ce projet d'une nana qui est maman, ça pourrait être l'histoire de n'importe quelle autre maman. On a un premier enfant, on s'attend à un bébé, nuage rose, c'est génial. En fait, on rentre chez soi avec une grosse pierre sur le cœur. Heureusement, une histoire qui se finit plutôt bien, mais ça pourrait être l'histoire de n'importe quelle maman. Et en fait, cette histoire, cette entreprise, c'est devenu mon projet, est devenu le projet d'un certain nombre de personnes. Et c'était ça l'objectif. Donc cette gourmandise, elle est devenue la gourmandise de plein d'autres parce qu'elle avait un sens humain. Voilà. Alors évidemment, le choc des cultures. Moi, je suis violoniste, j'ai signé des contrats, on m'a prise en photo, j'ai fait quelques enregistrements, des vidéos, etc., etc., etc. Et le tout avec une expérience de formation assez prestigieuse. Je ne me suis jamais occupée de communication et de marketing, à part maîtriser un peu mon image, c'est-à-dire j'ai un sourire un peu raté, je fais des grimaces en jouant du violon, ça s'arrêtait là. Et là, je me suis dit, c'est la cata, je sais utiliser à peine 1% de la capacité de mon ordinateur, il va falloir s'y mettre. Donc pour ça, je me suis bien entourée, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont été d'une patience et d'une gentillesse, qui m'ont fait confiance.
Et aujourd'hui, je leur suis très reconnaissante. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai posé des questions complètement boulettes. J'ai quasiment demandé le carnet d'adresse du fonds de commerce d'une fille que j'ai rencontrée, qui était géniale, qui m'a répondu avec beaucoup de délicatesse, qui m'a orientée, qui m'a donné des conseils. Donc en fait, Parisienne, aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 an de travail, de pierres posées les unes après les autres, souvent très approximatives, parfois pensées, mais le plus souvent très flexibles. En fait, c'est un véritable apprentissage sur le tas. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, le lien entre mon métier d'artiste et ma passion d'apicultrice, je dirais que c'est l'audace et la prise de risque. L'entreprise par hasard, c'est une vraie prise de risque. Mais en même temps, c'est passionnant parce que la courbe d'apprentissage est exponentielle. J'avais reçu strictement aucune formation, donc je pouvais me permettre à peu près n'importe quelle question. J'étais gourmande de questions, gourmande de savoir, gourmande d'apprendre, gourmande de rencontres aussi. Et ça, c'était incroyable. Donc voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quand on veut créer une entreprise en 2016, il y a 2 choses qu'il faut retenir, en tout cas dans ce cas de figure. La première, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'idée du siècle. Mais ça, je pense qu'il y en a plein qui le savent déjà. Mais moi, je l'ai découvert. Il ne faut pas attendre d'avoir l'idée du siècle. Je dirais que c'est souvent l'idée qui nous trouve un peu par hasard, qui nous tombe dessus, puis après... ça se grève. Vous savez, un peu comme les personnes qu'on rencontre et puis qui sont un peu scotch. Et en fait, au début, on est là, non, pas trop, un peu de distance. Et en fait, ils deviennent nos meilleurs amis. Et ça, c'est ce qui est souvent de plus enrichissant dans les relations. Et la deuxième chose, c'est le hasard. Alors, non, première chose, le hasard, pardon. Et la deuxième chose, c'est que il faut être culotté. Et je pense que aujourd'hui, sans un brin d'audace, on reste dans son fauteuil, on attend que les choses passent, terminé. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut se laisser un peu polliniser par le hasard et il faut être culotté, soyez gourmand d'expérience, d'audace, soyez gourmand tout court du matin au soir parce que la vie est courte et qu'on en a besoin. Et je vous parle d'expérience. Et un de mes proverbes favoris dit « Ce que l'art ne peut, le hasard l'achève » et je le crois volontiers. Je vous remercie.